Bonjour, bonjour et bienvenue. Je laisse les dernières s'installer. Allez, merci d'être là toutes et tous pour cette journée de rassemblement autour de la notion de populaire qu'on a souhaité partager avec vous. Nous avons choisi d'aborder ce sujet car il nous semble répondre à une urgence démocratique dans une société fracturée. On le sait, on a traversé des émeutes cet été, on a connu l'épisode des Gilets jaunes, on est encore en train, je crois, dans beaucoup d'endroits, de faire face aux inégalités qui se sont creusées pendant la crise sanitaire. Et cette façon de voir le populaire comme une possibilité de recréer du lien, tel que beaucoup en ont fait la démonstration, il nous semblait important d'en rediscuter aujourd'hui. En relisant la liste des intervenants qui vont se succéder aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'on aurait pu écrire populaire au pluriel, tant l'engagement, la façon d'aborder cette notion, de la mettre en œuvre est diverse, et vous aurez l'occasion de découvrir toutes ces approches et de croiser les réflexions tout au long de la journée. Ce terme qui a marqué l'histoire de ce théâtre où nous nous trouvons, les pionniers qui ont été Firmin Gémier, Jean Vilar, et qui ont revendiqué cette expression de populaire dans un geste d'élargissement, d'éducation, d'inclusion, pour faire place à des oubliés. Aujourd'hui, nous voyons des personnes reprendre cette même expression, reprendre ces mots, mais dans une attitude diamétralement opposée. Nous avons récemment entendu des personnalités politiques qui, pour justifier de coupes budgétaires, indiquaient, je cite, « porter un combat civilisationnel au nom d'une certaine vérité populaire ». Je ne vais pas faire la publicité des personnes qui ont tenu ces propos, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais nous nous sommes dit en tout cas que devant de tels mots, il nous fallait aujourd'hui peut-être, nous, secteur culturel, nous réunir à nouveau et redébattre de ces enjeux. Ces pratiques populaires, telles que souvent nous les voyons, pour plus d'ouverture, pour plus de démocratie culturelle, pour plus de reconnaissance des cultures sous toutes leurs formes, et surtout faire en sorte que vos actions, nos actions ne soient pas amalgamées dans un glissement du populaire vers ces discours populistes. Je viens de citer des artistes de différentes époques, Gémier, Vilar, mais parce que le populaire des années 20, 60, 80 n'est pas celui d'aujourd'hui, il est indispensable de le repenser à la lumière des connaissances interculturelles que nous avons acquises au travers des mouvements migratoires de ces dernières décennies, des humanités numériques, des combats pour l'égalité des genres. Populaire, on le sait, est un mot dont la définition varie selon l'usage qu'on en fait. Cette expression a ses propres pièges, car si souvent on a envie d'y adhérer, il arrive régulièrement que ce terme agisse de façon clivante. Pas plus tard qu'en début de saison, ici, Kerry James, le rappeur Kerry James, qui présentait une de ses pièces de théâtre, nous rappelait combien dans la bouche de certains, la culture populaire s'est parlée avec surplomb de la culture prolétaire, s'interrogeant sur le sens de cette expression, car si la culture populaire, c'est la culture du peuple, qui sont ceux et celles qui s'autorisent à être en dehors du peuple ? Antoine Vitez, une autre figure de ce théâtre, s'est démarqué de cette expression de populaire. Dans son expression d'un théâtre élitaire pour tous, il n'y avait pas une rupture idéologique profonde avec le populaire. Il disait lui-même qu'il s'agissait d'une provocation, car dans cette contradiction, il y a effectivement, si c'est élitaire, ce n'est pas pour tous, mais dans cet oxymore provocateur, il disait souhaiter élargir le cercle des connaisseurs et l'inscrire dans une pensée démocratique du théâtre et concilier l'expérimental et le populaire. Encore un exemple de tentative de rapprochement et d'élargissement. C'est peut-être ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le populaire, non pas pour définir un art, une classe sociale, une tradition, mais plutôt une attitude d'élargissement. Peut-être que finalement, aujourd'hui, revendiquer le populaire serait faire face à ce que de nombreuses institutions culturelles ont fait en tentant de se soucier des oubliés, des dominés ou des invisibilisés. Encore un parallèle avec cette institution, puisqu'elle a été marquée de ce terme, et aussi pour faire face à ces contradictions, l'exposition universelle qui a vu cet établissement naître, pas celui-là exactement, le premier théâtre, mais en tout cas cette exposition, à l'époque des expositions universelles, où
On rêvait une convergence des peuples, une convergence des cultures. À la même époque, ce qui était populaire, c'était d'exposer les trophées des colonies, les os humains. Et ces cultures que l'on... donc populaires de l'époque, ont fait que justement la culture populaire s'est indignée. Et on a finalement commencé à faire plus de place à ces cultures différentes, les reconnaître en tant que telles. Ensuite, ce sera faire plus de place à la classe ouvrière, l'épisode Villard. Plus tard, aux imaginaires nés des mouvements de population postcoloniaux. La place faite aux mouvements de contre-culture, encore plus tard, formés d'éléments de culture populaire et contre la culture dominante. En danse, on a cet exemple qu'on cite souvent, de mouvement de contre-culture qui a fini par rejoindre nos institutions, qui est le mouvement hip-hop. J'aime à penser que le populaire est cette ouverture renouvelée aux autres, ce mouvement de désaveuglement vis-à-vis de nos populations qu'on n'a pas toujours su voir ou avec lesquelles on n'a pas toujours su se mettre en dialogue. Et si finalement le populaire, c'était aujourd'hui faire hospitalité. Hospitalité au sens de faire place, accueillir des expressions artistiques et des publics qui ne sont pas toujours dans nos institutions, en nous prémunissant d'une attitude messianique de la culture, une attitude descendante. Combien d'artistes nous enseignent qu'il y a autant d'interprétations de leurs œuvres qu'il y a de personnes pour les regarder? Et n'est-ce pas alors une nécessité urgente que de garantir la diversité des regards sur ces œuvres, la diversité des savoirs et des sensibilités? Nombreux sont les artistes qui, conscients de ce dialogue fécond avec les populations, les rejoignent sur de multiples terrains. Les lieux d'art vivant, évidemment, mais aussi dans le monde du soin, de l'éducation, du champ social, du bien-être, des réseaux sociaux, produisant des œuvres in situ, des happenings, des arts de la rue, des détournements artistiques urbains, des mouvements artistiques qui créent des safe zones, des œuvres participatives. Toutes ces manifestations d'art nous obligent à considérer ces façons de bâtir une culture commune, une culture populaire. Pas plus tard que la semaine dernière, ici, la chorégraphe Nassera Bellaza, dans un événement à Chaillot Expérience que l'on a dédié à la scène algérienne, la scène contemporaine et plus ancienne, Nassera a souhaité inviter les Khalelil. Les Khalelil, c'est un chant berbère tracé, qui est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et elle a tenté de mettre en résonance son écriture contemporaine au regard de ce chant traditionnel qui la nourrit. Encore une autre forme de dialogue avec une culture populaire. Puisse l'expression populaire continuer de nous rassembler, de nous fédérer et être synonyme de convergence d'individus et de culture, qu'elle soit underground, patrimoniale, écologique, urbaine, rurale, traditionnelle, contemporaine, queer, etc., etc. S'assurer que ces cultures convergent et que ce terme de populaire ne nous soit pas confisqué par ce combat civilisationnel que je citais tout à l'heure. Je tiens à remercier nos amis de Newstank, leurs équipes pour leur implication dans les débats d'aujourd'hui. Je remercie aussi l'ensemble des intervenants qui vont se succéder tout au long de la journée. Et je remercie évidemment les équipes de Chaillot pour vous être mobilisés autour de ce sujet. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne réflexion et des échanges croisés que j'espère seront productifs. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher Rachid, et merci au Théâtre national de Chaillot de nous avoir invités à organiser la deuxième édition de cet événement qui s'appelle Rassemblement. Je rappelle en effet qu'il y a eu une première édition de Rassemblement qui a eu lieu il y a 2 ans, en 2021. C'était à l'époque Didier Deschamps qui était à la manœuvre à Chaillot. Et donc, c'est la deuxième édition de Rassemblement. Voilà. Merci à l'avance, évidemment, aux intervenants qui vont se succéder. Et merci à vous, cher public, qui avez bien voulu prendre un peu de votre temps pour écouter la parole des uns et des autres. Merci à tous. Alors, un mot très rapide pour présenter Newstank Culture, parce que vous n'êtes pas forcément tous des professionnels culturels ou de la danse dans la salle, et donc il y a des gens qui possiblement ne nous connaissent pas encore. Donc, Newstank Culture est un média d'information sur la culture, dédié aux dirigeants et aux professionnels du secteur culturel. Nous sommes un média numérique, factuel, indépendant, sans publicité.
Et nous couvrons tous les champs de la vie culturelle, pas seulement la danse, pas seulement le spectacle vivant, mais l'ensemble des champs, patrimoine, art plastique, industrie, etc. Notre rôle, c'est de diffuser chaque jour des news sur l'actualité culturelle, sur l'économie culturelle, les politiques culturelles, les projets, les activités des entreprises publiques ou privées. Voilà notre rôle. Et il nous arrive aussi d'organiser des événements, soit de notre propre initiative, soit à la demande de nos partenaires, c'est le cas aujourd'hui, pour discuter avec les acteurs de la vie culturelle des sujets les plus variés qui peuvent les concerner. Voilà. Donc, deuxième édition de Rassemblement populaire. Populaire, point d'exclamation, qui exprime, je dirais, projet, détermination, volonté, espérance. Et puis aussi, populaire, point d'exclamation, attestant de déception, de désillusion, de doute sur la réalité du populaire d'hier et d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors, je dirais, Firmin Gémier, c'est ici, Jean Vilar, populaire, national, théâtre, ceci a été rappelé par Rachid. De quoi s'agit-il? Sinon, d'une utopie mobilisatrice qui s'obstine au fil des générations à prendre corps et ne s'avoue jamais vaincue. D'ailleurs, notre événement en témoigne. Il s'agit donc de réinterroger le rapport entre l'art et le peuple, mais évidemment, immédiatement énoncé, le concept de populaire, comme cela a été dit, chemine en fait sur une ligne de crête. Ainsi, affaire de dénomination, mais aussi de sens, peut-on encore aujourd'hui parler de peuple, ou bien faut-il parler de nation ou de société? De même, comment s'adresser à tous, c'est-à-dire au peuple, dans une société en effet de plus en plus fragmentée, à l'individualisme croissant, et puis universel, particulier, culture classique, droit culturel, comment faire la jonction pour rassembler et faire communauté? Et puis enfin, le populaire n'est pas ce qui est populiste, le populaire n'est pas synonyme de jauge, d'audimat, d'audience, et le populaire n'est pas non plus synonyme de divertissement par opposition à ce qui serait la création ou la recherche, avec immédiatement l'objection d'ailleurs que le divertissement peut parfaitement être artistique. Alors quoi? Alors moi aussi j'ai pensé à Antoine Vitez, parce qu'Antoine Vitez a dirigé ce lieu pendant plusieurs années. Et en effet, être élitaire pour tous. Ce qui veut dire l'exigence artistique, l'excellence, le meilleur, au profit du peuple tout entier. Ce qui est intéressant, c'est que cette formule avait été reprise à l'époque par beaucoup d'artistes, et même d'une certaine façon d'ailleurs par le ministère de la Culture, en réalité. Ce qui s'est passé, c'est que, au fil des ans, la première partie de la formule, être élitaire, semble avoir été privilégiée, ou aurait été privilégiée, aux dépens de la seconde, qui aurait été plus ou moins laissée sur le côté. Bref, la vocation sociale de l'art et de la culture aurait été abandonnée, ou en tout cas en partie négligée. Pourquoi? Comment? Vaste question. Mais surtout aujourd'hui, c'est plutôt l'objet de notre journée, comment renouer avec l'ambition initiale, comment ranimer un feu qui aurait été peu ou prou éteint. Et ce, dans un contexte socio-économique qui est très différent d'autrefois, autant des GAFAN, des industries culturelles et créatives, des réseaux sociaux, du métavers, et puis en tenant compte aussi des nouveaux impératifs issus de la transition écologique. Bref, le monde a changé, il n'est plus celui de Villard, il n'est plus celui de Vitez. Qu'est-ce donc que le théâtre, la danse, le spectacle vivant populaire, aujourd'hui et demain? Alors, comment se déroule la journée? Nous l'avons organisée en 4 débats, d'1h30 chacun. Le premier débat, c'est celui de l'accueil des publics dans les lieux, dans les équipements. Quelle diversification des expériences et des espaces pour réenchanter la rencontre avec les publics. Le deuxième débat, c'est plutôt comment sortir des lieux pour explorer de nouveaux territoires, rencontrer de nouveaux publics, souvent qualifiés de publics spécifiques. Le troisième débat, on l'a intitulé « Décloisonner le domaine de la lutte », c'est-à-dire quelle hybridation des pratiques professionnelles, pratiques amateurs par exemple, et hybridation des expressions artistiques. Et puis quatrième débat, le rapport de la danse avec l'image, le virtuel. Et dans notre document de présentation, nous avons même terminé
ce document avec une interrogation en forme de boutade, mais pas tant que ça. Pour être populaire, faut-il que le danseur devienne aussi un avatar? Voilà, donc chaque débat dure 1h30, 1 heure de questions-réponses avec les intervenants, puis une demi-heure de débat avec la salle. Donc vous aurez la possibilité, évidemment, et c'est tout à fait souhaitable et même nécessaire, de poser des questions, d'intervenir et discuter avec les intervenants. Voilà. L'équipe de Chaillot et nous-mêmes avions souhaité également faire appel à des universitaires pour éclairer notre réflexion. Il devait y avoir notamment une intervention en introduction de Philippe Coulangeon, qui est directeur de recherche au CNRS et enseignant à Sciences Po, qui devait faire l'historique du thème de populaire, puisque lui-même est un spécialiste des pratiques culturelles. Il se trouve qu'il en est tout à fait désolé, il a été obligé de se désister pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, donc je l'en excuse, il ne sera pas présent. En revanche, en clôture de la journée, Marjorie Glass, qui est socio-historienne, chargée d'études, qui est universitaire, et qui est aussi animatrice du COREPS en Auvergne-Rhône-Alpes. Le COREPS, c'est le comité régional des professions du spectacle. Marjorie Glass, au débeauté, nous fera part de ses réactions suite aux interventions pendant toute cette journée. Elle a rédigé tout récemment un livre qui s'appelle « Quand l'art chasse le populaire ». C'est évidemment en plein dans notre sujet, et c'est pourquoi nous lui avons demandé d'intervenir. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, et puis évidemment aussi des rencontres entre vous, fructueuses et enrichissantes, puisque c'est aussi l'objet de ce type de réunion. Merci à tous. Alors, comme je suis le modérateur du premier débat, je vais donc demander aux intervenants de ce premier débat de bien vouloir me rejoindre, pour que nous puissions... Bien, donc je vais présenter les différents intervenants, en commençant par ma gauche, comme ça. Donc Thiago Guedes, qui est le directeur de la Maison de la Danse de Lyon et aussi le directeur de la Biennale de la Danse, qui a été danseur, chorégraphe, qui a été directeur du Théâtre municipal de Porto, entre autres activités, et qui est depuis 2022 le directeur de ces deux institutions très importantes dans le domaine de la danse. Ensuite, notre ami qui nous vient... de La Rochelle, pardon. Olivia Granville, qui est la directrice du Centre chorégraphique national de La Rochelle, qui a été elle-même aussi, qui est danseuse et chorégraphe, et qui l'est toujours, absolument, mais je le dis, qui a été avant aussi artiste associé dans différents lieux, notamment le lieu unique de Nantes. Hortense Archambault, la directrice de la Maison de la Culture 93, la scène nationale de la Seine-Saint-Denis, depuis 2015, sauf erreur de ma part, et qui a été avant, évidemment, co-directrice du Festival d'Avignon avec Vincent Baudrier, notamment. Pierre Lungheretti, le directeur délégué de Chaillot, qui a, avant d'être directeur délégué de Chaillot, a une carrière très importante dans l'administration culturelle, directeur du Centre national de la bande dessinée Angoulême, directeur régional des affaires culturelles en Poitou-Charentes, et puis aussi directeur adjoint et directeur de cabinet, d'ailleurs, de ministre de la Culture, c'était au temps de Frédéric Mitterrand. Et puis notre ami qui nous vient d'Allemagne, Mélanie Zimmermann, qui vient de Hambourg, très exactement, qui est dramaturge et curatrice au Kampnagel de Hambourg. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours du débat, et qui a été aussi nommée tout récemment directrice du nouveau festival de danse de Hanovre, qui aura lieu, sauf erreur de ma part, en janvier 2024, si je ne me trompe pas. Voilà. Benjamin Millepied devait être présent, mais il a été obligé également de se désister tout récemment, et donc il ne sera pas présent avec nous. Voilà. Donc, nous allons commencer à débattre, et je vais peut-être interroger d'abord Olivia Granville. Je vais commencer par vous. Vous êtes directrice du Centre chorégraphique national de La Rochelle depuis 2021, c'est donc assez récent. Et je vais vous interroger au fond sur cette question, puisque le sujet de notre débat, c'est réenchanter la rencontre avec les publics, la diversification des expériences spectateurs et des espaces pour faciliter cette rencontre avec ces publics. Et donc, vous avez, depuis votre entrée en fonction, en termes d'espace, pris deux initiatives. La première, c'est celui d'un peu de l'aménagement des lieux existants du centre chorégraphique, la Chapelle Fromentin, qui se trouve à La Rochelle, pour celles et ceux qui connaissent. Et puis aussi un deuxième aspect qu'on va évoquer en deuxième question, qui est celui
d'un équipement mobile dont vous avez eu la conception. Alors, sur ce premier sujet, vous avez entrepris des travaux d'aménagement de l'espace de cette chapelle Fromentin, c'est ce lieu dont dispose le Centre chorégraphique national de La Rochelle. Vous l'avez fait à la fois dans une optique évidemment de création et aussi dans une optique d'une nouvelle adresse au public. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu ces deux points ? Alors, des travaux, c'est beaucoup dire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai surtout rendu à la chapelle ce qu'elle était à la base. C'est-à-dire, effectivement, le centre chorégraphique de La Rochelle, c'est une chapelle du 15e avec des vitraux de 8 mètres de haut. Et nous n'avons que ça comme espace. C'est-à-dire, on n'a pas de studio, donc c'est pas un studio, c'est pas un théâtre. Il se trouve que mon projet s'appelle 1000 plateaux, donc il y avait quand même l'idée déjà d'investir des lieux autres que le théâtre. Donc en arrivant, cette chapelle était un peu déguisée comme ça en théâtre, donc c'était entièrement pendrillonné en noir. Il y avait une tribune frontale et finalement il y avait un plateau qui faisait 8 mètres sur 12 alors qu'il y avait 400 mètres carrés de plancher au sol. Donc voilà, tout simplement, c'est pas un acte révolutionnaire, mais c'est simplement que il me semblait que c'était plus adapté à mon travail et à ce lieu. Et puis aussi, écologiquement parlant, ça avait plus de sens de déshabiller cette chapelle, de la rendre à sa clarté, d'autant plus que La Rochelle, c'est une ville très claire, et tout d'un coup, on rentrait là-dedans. C'était un peu la maison de la famille Adams, quand même. C'était vraiment un peu très, très étouffé, comme ça. Donc, j'ai juste ouvert ça et proposé aussi de construire des tribunes mobiles de manière à ce que les artistes aussi qui viennent travailler ici, puisque nos missions, c'est quand même aussi beaucoup d'accueillir le travail d'autres artistes, puissent un peu aussi travailler sur une mobilité en fait des publics en bifrontalité, en trifrontalité, et qui puissent jouer avec un dispositif un peu pérenne, qui en plus économiquement était complètement en phase avec nos moyens, parce que équiper cette chapelle comme un théâtre, ça coûtait une fortune, etc. Donc voilà, ça n'a rien encore une fois, de révolutionnaire, mais c'est simplement que c'était pour moi en adéquation avec la question que je me posais depuis un moment, parce qu'avant j'étais associée au lieu unique, et en étant associée au lieu unique, j'avais aussi en charge la programmation, et je m'apercevais qu'il y avait énormément de formes chorégraphiques qui ne passaient pas ou qui n'étaient pas adapté forcément à une salle de 500 places en frontalité. Donc j'ai proposé un projet qui s'appelait le Dance Park, qui était un dispositif pérenne où le public était dans un rapport plus immersif, on va dire, avec les choses qui lui étaient présentées et qui me permettaient aussi de proposer des formes plus petites, plus intimes, etc. Et il se trouve que pour moi, c'est un peu ça aussi le champ de la danse contemporaine, parce qu'on parle de réenchanter les choses. Je ne sais pas si ça voudrait dire qu'elles étaient enchantées avant et qu'elles ne le sont plus, alors qu'en fait, je pense qu'il y a une diversité de formes aujourd'hui sur les plateaux qui est justement, qui moi, m'enchante en tout cas. Et donc, c'est plutôt comment est-ce que les architectures influent et ont vraiment un sens et jouent sur les objets qu'on propose. Déjà, comment est-ce que les architectures jouent sur le corps? Bon, moi, je donne souvent cet exemple parce que je viens de la danse classique et que donc je l'ai vécu dans mon propre corps. Les théâtrales italiennes induisent une certaine posture de corps. Les danseurs classiques ont un centre qui est très haut. Pourquoi? Parce qu'ils s'adressent au deuxième balcon et pas au parterre. Un danseur de breakdance, il va faire son territoire au sol, en cercle, parce qu'il a commencé à travailler sur le trottoir. Il fallait déjà qu'il fasse sa place au sol. Ça donne une autre posture. Donc voilà, en tant que danseuse, moi je crois beaucoup à la manière dont on est installé. Là, par exemple, on est dans une salle où on est à niveau. On va dire c'est un peu les salles, les modèles des maisons de la culture des années 70. On n'est pas dans un théâtre à l'italienne, on n'est pas non plus dans un théâtre où, par exemple, le public va être en dessous du plateau. Et tout ça, ça influe énormément sur les formes qu'on peut construire. Et donc, c'est dans cette pensée-là que moi, j'ai eu envie de travailler dans ce sens-là, parce qu'effectivement, comme tout le monde, je fais le constat qu'un certain nombre de gens n'osent pas rentrer dans les théâtres et que, en particulier, la danse a besoin parfois d'une certaine proximité
Et en tout cas, moi, ce que je défends dans ce que je pense être la danse contemporaine, c'est-à-dire un champ artistique qui s'est déplacé de la seule question d'inventer un langage chorégraphique à une question plus vaste, en fait, qui est de s'intéresser au corps au sens large, dans sa dimension très physique, mais aussi métaphysique et aussi politique. Ça crée des formes où le plateau et cette situation où on va avoir des gens assis et quelque part passifs, enfin pas passifs, j'espère pas, mais en tout cas quand même assis dans l'ombre, hein, et puis des gens debout dans la lumière, c'est un dispositif, mais c'est peut-être pas le plus adapté à la perception de la danse, ou en tout cas d'une certaine danse qui ne repose pas forcément sur une démonstration virtuose massive. Et quelle est la réaction du public ? Pardon ? Quelle est la réaction du public ? Ils sont très contents, les gens à La Rochelle, je crois, parce que, en fait, alors pas tous, hein. Désolée, mais peut-être pas tous. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui regrettent sûrement ce grand gradin frontal qui, par ailleurs, avait une entrée centrale, ce qui fait que les gens à Jardin ne voyaient pas vraiment très bien ce qui se passait à Cours et inversement, à part si tout le monde sur le plateau fait la même chose. Mais comme c'est pas tout à fait les formes, moi, qui m'intéressent, forcément, il faut d'autres choses. Alors, il y a des gens qui étaient un peu peut-être troublés, mais en fait, ce que ça crée à chaque fois... D'abord, c'est très beau, cet espace. Donc, du coup, déjà, rien que d'y rentrer, c'est déjà une expérience. Et je pense que ce qui se passe est nouveau et on a un autre public. Voilà. Alors, justement, vous avez un autre public, c'est-à-dire que vous percevez une diversification. Pas encore assez, hein, pas encore du tout assez. Mais en tout cas, et c'est pour ça qu'on va aussi sortir du CCN. Donc c'est pour ça aussi que j'ai proposé ce projet de l'UMA. On y vient. Donc, on y vient. Voilà. Oui. Donc vous avez un projet, c'est un projet en réalité d'unité mobile d'action artistique. Vous ne m'entendez plus? Si. L'unité mobile d'action artistique. Donc c'est le projet qui est le vôtre. Alors donc c'est un projet d'équipement mobile et au fond dans l'histoire de l'action culturelle, c'est pas la première fois qu'il y a des projets d'équipement mobile polyvalent. Quelle est la spécificité de ce projet-là, du point de vue à la fois artistique et du point de vue de la possible rencontre avec des publics et éventuellement des publics nouveaux? Alors, c'est un peu plus qu'un projet, parce que c'est vraiment en train d'être réalisé, puisqu'il va sortir cette saison. Effectivement, l'UMA, c'est une structure gonflable itinérante. Mais c'est pas l'UMA, ça n'est pas la structure. L'UMA, c'est un programme. D'abord, je le revendique comme une œuvre d'artiste, et c'est une œuvre programmatique. Donc, c'est l'idée plutôt d'aller se déplacer sur un temps long et peut-être dans un circuit plus court, puisque c'était aussi en arrivant dans cette grande région qui est la Nouvelle-Aquitaine que j'ai imaginé ce projet en me disant comment est-ce qu'on va un peu irriguer aussi les territoires autour. La Rochelle, c'est une toute petite ville et autour, dans la Charente-Maritime, en tout cas dans le département, il n'y a pas énormément de lieux d'accueil et il y a plein de départements comme le Lot ou même les Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Christophe Chenu en parlera tout à l'heure, qui manquent d'équipements. Donc, unité mobile comme unité mobile hospitalière, en fait, comment est-ce qu'on va amener quelque chose qui va venir compléter, étayer les forces déjà en présence, et comment est-ce qu'on va créer une rencontre sur un temps long, c'est-à-dire on s'installe comme un espèce de campement artistique pendant une semaine et on co-construit un programme avec les gens qui nous accueillent, qui peuvent être un théâtre, un festival, mais qui peuvent être aussi une municipalité, donc c'est aussi un projet à géométrie variable. Et comment est-ce qu'on crée aussi des rencontres à tout endroit de la culture, c'est-à-dire les gens qui vont nous faire à manger, c'est aussi des associations locales, c'est aussi une manière de se rencontrer différemment. Et puis les formats qu'on propose dans ce programme c'est des vrais spectacles, mais c'est aussi des performances, c'est aussi des workshops, c'est aussi des projets participatifs. Et donc c'est une manière c'est un espèce de biotope comme ça où il y a des artistes à l'intérieur qui vivent pendant une semaine et qui vont peut-être aller vraiment différemment à la rencontre des gens. C'est aussi comment est-ce que l'objet, encore une fois, change la position du public. Donc dans les objets, c'est un objet gonflable qui, par définition, doit rester gonflé. Donc par exemple, on n'ouvre pas une porte pour faire entrer 150 personnes en même temps. Ça va être une personne à chaque fois, une personne qui va rentrer par une vagina entrance, donc qui va être obligée de se glisser dans une fente, ce qui n'est pas pour me déplaire, et donc il va se retrouver dans cette bulle, dans une expérience individuelle.
Et là, quand on a fait une première sortie, par exemple, on a proposé un des formats qui s'appelle La Veillée, où on a joué... en fait, on tient un espèce de feu en permanence pendant... L'idéal, ça serait que ça soit à 5 heures ou 6 heures ou même une journée entière, où il y a tout le temps un danseur qui est en jeu dans la structure et les spectateurs rentrent un par un. La réaction des gens et l'expérience des gens de tout d'un coup se retrouver quelque chose qui leur est offert individuellement comme ça et qui vraiment les déplace physiquement parce qu'ils ne savent pas où se placer, parce qu'ils n'ont pas forcément d'endroit où s'asseoir, parce qu'ils sont obligés de trouver leur place. Moi, je pense que ça, c'est une manière, enfin, ce genre de choses-là, c'est une manière vraiment de rentrer différemment en contact avec qu'est-ce que c'est que le travail du danseur. Et aussi l'occasion de remettre à plat un peu tout un tas de pratiques, parce que donc, dans mon projet 1000 plateaux, il y a aussi l'idée 1000 pratiques, 1000 techniques. On l'a dit, il y a énormément de techniques de corps aujourd'hui très multiculturelles qui arrivent sur les plateaux, et c'est pouvoir les croiser, les mélanger, les hybrider justement, et du coup proposer au regard du spectateur la multiplicité des formes chorégraphiques d'aujourd'hui, et non pas les enfermer toujours dans des espèces de petites catégories comme ça, parce que finalement quand on parle de danse, à la plupart des gens, la danse c'est soit une danseuse en pointe, soit quelqu'un en basket, quoi. Or c'est beaucoup plus vaste que ça, et donc c'est comment déployer des formats différemment. Merci. Thiago Guedes, donc le directeur de ces deux grandes institutions lyonnaises depuis juillet 2002. Donc la qui est un lieu qui a plus de 40 ans d'existence dans le 8e arrondissement de Lyon. Et donc vous êtes arrivé avec un projet qui est précisément celui de renouveler la façon dont les spectateurs, dont le public peut effectivement expérimenter diverses opportunités de présence dans ce lieu, sachant que il y a un deuxième lieu, les ateliers de la danse, qui vont ouvrir en 2026. On aura l'occasion d'en reparler. Donc la première question, c'est quel est le projet que vous développez par rapport à ce lieu existant, avec cette salle qui fait plus de 1000 places, qui est une institution lyonnaise très ancrée dans le territoire, même si elle n'est pas tout à fait au centre-ville de Lyon. Bon, déjà bonjour à toutes et à tous. Merci Renard pour l'invitation et aussi Rachid et Pierre pour cette invitation d'être là. Alors ça va être, et là je sais bien, ça va être très progressif. Donc quand tu arrives dans une institution, là en effet comme la Maison de la Danse, un bâtiment emblématique de cette ville avec qu'une salle à 1000 places, un bâtiment un peu paradoxal, tout en verre, donc on peut tout voir, qu'est-ce qui se passe dedans, mais très difficile d'accès, avec une porte rotative, qui est une porte d'entrée pour arriver à ce bâtiment. Il est vraiment paradoxal dans ce qu'il propose au public, ou ce qu'il proposait au public jusque-là. Donc en fait, nous, quand on est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'était vraiment regarder, observer les espaces. Donc des espaces vides autour de cette salle, un restaurant au milieu et en fait une utilisation du lieu, vraiment les publics arrivaient, montaient à la salle, hop, voyaient le spectacle et hop, retournaient à leur maison en Lyon et hors Lyon. Donc notre idée, c'était vraiment déjà de transformer notre entrée, et notamment le côté droite et gauche, donc d'un côté installer des choses très simples, mais que ça change beaucoup le fonctionnement. Là, c'est la saison, elle vient de démarrer, mais installer un plancher de danse à l'entrée, tout bêtement, et dans ce plancher de danse, construire toute une programmation de rencontres, des pratiques artistiques, donc notamment un atelier singulier tous les lundis pour toutes les pratiques. En fait, là, je rejoins complètement Olivia dans cette question de c'est quoi l'image que le public a de la danse, et donc et là dans ces ateliers singuliers, c'est chaque lundi le public il peut vraiment rencontrer une pratique différente, ouvrir aussi à des open training. Donc on a bien vu que toute la communauté de danse, notamment connectée au hip-hop mais aussi au voguing, ils répétaient dans des lieux, ils ont 2
mal à trouver des lieux. Donc, ils ont des créneaux aussi pour répéter, mais aussi des safe spaces, notamment pour la communauté de voguing à la Maison de la Danse. Et tout ce qu'on fait, ce qu'on faisait avant d'une façon un peu cachée dans les salles, on fait dans le hall d'entrée. Des rencontres avant le spectacle, des rencontres après le spectacle. Après, des changements qui existaient déjà, des choses très simples comme regarder le restaurant et le bar. Donc le bar à la Maison de la Danse, après le spectacle, il était fermé. C'est tout simple, hein, mais maintenant il est ouvert 1 heure après le spectacle. Qu'est-ce que ça fait? Donc ça fait que le public qui veut rester, il peut boire un verre, il peut discuter, il peut rencontrer les artistes. Et ça, c'est vraiment, on était vraiment, donc on a parti de la base. Oh, le restaurant, donc on mangeait pas très bien dans le restaurant, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour que les gens venir avant et après, et pour que la question du restaurant, ce soit pas une question pratique de se nourrir, mais vraiment une question conviviale. Donc la question de l'hospitalité, elle était vraiment à la base. Après, en sachant aussi que cette salle de 1000 places, déjà, elle directionne beaucoup la programmation, parce qu'on ne peut pas tout faire dans une salle de 1000 places, et aussi parce que les publics de la Maison de la Danse, le public, je parle des publics de la Maison de la Danse, ils ont une base, une forte base d'abonnés, 7000 abonnés, et donc comment on travaille en nourrissant les abonnés avec un nouveau projet, mais comment avec les nouveaux projets qu'on met en place, on ouvre les portes, des différentes portes, et pas seulement la porte d'entrée, à les nouveaux publics, soit des publics jeunes ou des nouveaux publics qui ne sont pas des publics jeunes, mais qui n'ont jamais franchi les portes de la Maison de la Danse. Un nouveau lieu, les ateliers de la danse, situés dans l'îlot Kennedy, qu'est-ce qu'il apporte à la fois en termes de création et en termes de nouvelles pratiques pour le public? Oui, en fait, ce projet développé par Dominique Hervieux, hein, quand j'ai commencé à Lyon, c'est un jour symbolique, hein, mon premier jour de travail, le 1er juillet, c'était choisir l'architecte qui va construire, qui va désigner et construire le bâtiment. En fait, c'était vraiment le bâtiment qu'il manquait un peu à la Maison de la Danse, mais pas que. Mais aussi à Lyon, en fait, les ateliers de la danse, ils vont donner aussi la possibilité, surtout aux artistes lyonnais, métropolitains et régionaux aussi, d'avoir un espace avec du temps et de l'espace, de la qualité pour travailler. En fait, les ateliers de la danse, ils vont présenter aussi des spectacles, mais tous les spectacles qu'on présente, sont des résultats des résidences qu'on va faire aux ateliers de la danse. Donc c'est un nouveau bâtiment avec une salle très proche de cette salle-là, une salle gradinée à 450, une autre salle gradinée à 150, un grand studio de 200 mètres carrés et un studio, un open air dans le toit pour les artistes qui travaillent l'espace public, pour que les artistes qui travaillent l'espace public puissent déjà travailler un contexte in situ. Et c'est aussi un espace pour toutes les pratiques de danse, les pratiques professionnelles, les pratiques amateurs. Ça va être aussi un lieu, un centre culturel de quartier, d'arrondissement. Donc, il est à 2 minutes à pied de la Maison de la Danse. Donc, elle donnera à la fois la possibilité de programmer certaines propositions qu'on ne peut pas programmer à la Maison de la Danse, dans une salle de 1000 places. Donc, une relation aussi différente avec les publics, aussi à cause de la morphologie des salles, mais aussi, et c'est ça que c'est très important pour nous, et je pense pour la communauté de la danse dans notre région, c'est vraiment des espaces qualitatifs de travail pour terminer leur spectacle. Vous avez pris l'initiative de créer un comité artistique de la jeunesse. De quoi s'agit-il? Étant entendu qu'il y a par ailleurs une action importante en matière d'éducation artistique et culturelle, mais quelle est la spécificité de ce comité artistique de la jeunesse? C'est plutôt un projet qui s'appelle « À toi », donc « À toi de décider »,« À toi de faire tes choix ». Ça s'adresse à des jeunes qui ont entre 14 et 16 ans, et c'est un projet coporté. C'est un projet coporté par la Biennale de Lyon et coporté par la Maison de la Danse. Et en fait, c'est l'idée de casser un peu cette idée des projets one-shot qui ont fait beaucoup avec les jeunes et les différents publics. Mais imaginez un projet qui se développe pendant 2 ans. Donc, il a démarré en septembre 23, pendant la Biennale. Il va se finir le premier cycle à la Biennale 25. Donc, c'est 18 jeunes de toute la métropole de Lyon, des jeunes qui ne se connaissaient pas du tout,
qui n'ont pas forcément des pratiques artistiques, par contre, sont un peu éloignés des pratiques artistiques, et qui vont en fait plonger dans l'univers de la danse, mais pas que, dans l'univers aussi du théâtre institution. Et en fait, c'est un rendez-vous chaque mois où ils voient des spectacles, où ils écrivent des critiques. Il y a aussi des ateliers des métiers. Qu'est-ce que c'est travailler à la production dans un théâtre, la communication, les finances, l'administration. Il y a aussi un atelier à la fin sur la programmation. Qu'est-ce que c'est programmer? Ils vont programmer un spectacle avec nous qui va être présenté à la Biennale 25. Donc ils vont être aussi ils vont savoir dans la pratique qu'est-ce que c'est ce rôle. Donc en fait, c'est cette idée que ces groupes, on va les accompagner, mais ils nous accompagneront aussi dans la vie de l'Institut de la Maison de la Danse et aussi de la Biennale. Et en 25, eux, ils vont passer le relais à un autre groupe qui sera avec nous entre 25 et 27. Et ça a démarré déjà. Quant à la Biennale de la Danse, qui a déjà une forte dimension participative, au fond, Ouais. Comment envisagez-vous de développer cette dimension participative? Alors, la Biennale de la Danse, le côté participatif, il est très identitaire. La Biennale de la Danse, elle s'ouvre avec un énorme défilé, une énorme parade chorégraphique que se développe. C'est un projet aussi à long terme. Hein. Il se prépare, on termine la Biennale et on commence à préparer ce projet. C'est un projet que va évoluer aussi. Il a un format qui existe depuis longtemps et c'est un format que 12 chorégraphes, surtout des chorégraphes basés en région, travaillent avec des groupes d'amateurs et avec des communes spécifiques de notre métropole et région autour d'une thématique pour construire une parade chorégraphique qui lie deux places emblématiques à Lyon, la place des Terreaux devant l'hôtel de ville, à Place Bellecour. Jusque-là, il avait une thématique. Donc, cette année, un clin d'œil au Géostéar et Sport. Hein, c'était Dominique Hervieux qui a laissé déjà ce projet constitué. À moi, quand j'arrivais, j'avais encore l'ouverture d'imaginer l'ouverture de cette parade chorégraphique et le spectacle de la fin. Du coup, c'était le spectacle de Rachid Ourandam, les traceurs, à la place Bellecour. Et en fait, ce projet, c'est un projet très intéressant sur tout ce qui se passe en amont. En fait, toute cette année où les chorégraphes travaillent avec ces groupes, qui ne sont pas seulement des groupes d'amateurs de danseurs, c'est aussi des costumières, c'est aussi des gens qui construisent des chars, des gens qui pensent la musique. J'étais très, très touché de visiter les répétitions. C'est un peu un paradoxe, mais presque plus que le résultat. À la fin, le résultat, c'est 2 heures d'une grande parade chorégraphique. Voilà, c'est le résultat de tout ça. Mais ce qui est très intéressant, c'était voilà, comment, à partir du corps et du travail avec un chorégraphe, il y a un tas de monde. Donc, on parle d'une parade de quand même 4000 participants. Et comment tous ces gens se rassemblent, se rencontrent une fois par semaine autour de mouvements. Après, il y a les grands défis. C'est comment ces participants, par exemple, vont ou pas voir le spectacle de la Biennale. Ça, c'est un grand paradoxe que c'est. Il y a genre comme une grande division entre ceux qui participent au défilé et ceux, après, le public qui voit des spectacles. Et c'est là que je pense qu'on doit vraiment réorganiser le projet, parce que ces participants ne sont pas le public, mais par contre, ils participent dans un projet chorégraphique, mais après, ils ne s'intéressent pas trop sur le spectacle. Donc, quel est le lien qui existe entre des pratiques amateurs et après aussi des pratiques de public? Et ça, c'est un grand défi, mais avec une base magnifique, c'est cette parade. Je vais passer à Chaillot, Pierre Lungheretti. J'ai envie de vous interroger, en commençant par ce terme d'hospitalité. Rachid Ourandam l'a cité dans son introduction comme étant finalement un terme clé. Vous avez créé un nouveau poste de directrice en l'occurrence Elio Silva, de l'accueil et de l'hospitalité. Et là aussi, si je me rapporte un instant à l'historique de l'action culturelle, au fond, ce terme d'hospitalité, ce concept d'hospitalité me paraît relativement nouveau,
pas totalement nouveau, mais tout de même relativement nouveau, dans la problématique des relations art-public. Quel est le contenu que vous donnez effectivement à cette notion d'hospitalité? Alors, bonjour à toutes et tous. Peut-être préalablement, Jacques, juste un point. Je voudrais rappeler que Chaillot a à sa tête un artiste et que sur ces sujets, on a un engagement d'artiste. Et je le précise, et je reviendrai évidemment à la question de l'hospitalité, mais je crois que c'est très important d'avoir ça en tête parce que dans notre pays, on a souvent opposé création, action culturelle, médiation, hospitalité. Et d'ailleurs, Marjorie Glass le retrace magistralement dans son livre, que je vous conseille vivement, Quand l'art chasse le populaire. Et d'avoir un artiste qui porte avec énormément de volontarisme et énormément d'engagement ces sujets de partage, ces sujets de démocratie culturelle, de droit culturel, je pense que c'est absolument fondamental pour la dynamique globale de l'institution. Alors, en effet, la question de l'hospitalité, c'est un sujet qu'on travaille. On a créé ce poste nouveau de direction de l'accueil de l'hospitalité. Je pense que c'est un pari sur une médiation humaine de grande ampleur. Je pense que dans l'univers numérique qui nous envahit, avec des algorithmes qui nous enferment et qui souvent rétrécissent nos imaginaires, on fait le pari d'avoir un travail de fond sur la façon dont on crée du lien avec l'ensemble de nos publics et dans plusieurs composantes de l'institution, aussi bien dans notre service réservation billetterie où il y a ce lien très interpersonnel des services, des équipes du service réservation billetterie avec les publics qui réservent, qui appellent, et avec ce travail de sensibilisation, ce travail de lien, ce travail de lien au long cours. Et puis avec cette direction de l'accueil et de l'hospitalité qui se déploie sur plusieurs dimensions, la dimension des espaces. Chaillot est un lieu monumental, une architecture monumentale, souvent très intimidante pour beaucoup de publics. Et donc, on a fait appel, la direction de l'accueil de l'hospitalité travaille avec un collectif qu'on a mobilisé, qui s'appelle Yes We Camp, qui sont des urbanistes, des sociologues spécialistes dans la transformation des espaces urbains, mais aussi d'autres types d'espaces intérieurs, de manière à ce qu'on puisse rendre ces espaces plus chaleureux, plus accueillants, moins codifiés, tout en valorisant l'architecture auquel on est très attaché, mais en donnant des clés pour entrer dans cette architecture et en ponctuant notre saison de moments avec ce collectif pour faire découvrir les espaces, pour créer ces moments de lien et créer finalement autant de chemins vers les œuvres, vers les démarches artistiques qu'on accueille à Chaillot. L'hospitalité, c'est aussi évidemment l'hospitalité au sens artistique. C'est comment est-ce qu'on accueille une diversité de propositions artistiques et comment aussi est-ce qu'on repense notre façon de programmer. Nous avons créé, Rachid, quand il est arrivé, avait cette idée des Chaillot Expériences, donc qui sont des moments, des temps forts, des formes de mini-festivals où la danse accueille, si j'ose dire, d'autres disciplines artistiques pour montrer à quel point elle est en interaction avec d'autres disciplines, que ce soit la musique, le cinéma, les arts plastiques, la mode et tous les autres domaines, de manière là aussi à croiser les publics. Donc vraiment, ça se ramifie sur différentes composantes et différents types d'actions, et pas uniquement la question de la transformation des espaces. Et on essaye aussi de travailler à une hospitalité du dehors. On a notamment la chance d'avoir un parvis des droits de l'homme à Chaillot, où énormément de groupes amateurs se produisent. Et on essaye de construire pour les mois qui viennent un moment d'hospitalité de ces groupes amateurs qui sont tous les jours sur le parvis, de manière à leur faire de la place au sein de l'institution. Donc, dans cette nouvelle façon je dirais, de programmer et de recevoir le public, il y a aussi peut-être l'opportunité qui est la fermeture de la salle Jean Vilar, qui est un élément qui vous amène aussi à essayer de penser différemment à la fois la programmation et l'accueil des publics. Au bout de
quelques expériences de ces temps forts. Quel bilan tirez-vous? Est-ce que le public se trouve diversifié, rajeuni? Qu'en est-il? Alors, on a déjà des statistiques qui sont extrêmement encourageantes parce que sur les publics jeunes, on est passé de 27 à 33% de moins de 30 ans en 2 ans. Donc, ce qui est déjà un chiffre relativement probant. On va, sur la question de la diversification sociale des publics, on est en train de compiler les éléments qu'on peut réunir, mais c'est un travail très complexe qui s'inscrit dans la durée, sur lequel on se mobilise et il faut qu'on affine nos outils d'analyse et nos outils statistiques. Mais je voudrais rajouter un point que j'ai pas indiqué. S'adresser à des publics qui ne viennent pas, c'est aussi changer de posture. C'est savoir comment leur parler, c'est les comprendre, les connaître. Et je pense qu'il y a aussi tout ce travail de fond qui... on est tous formatés à notre insu, on vit dans des microcosmes. Le microcosme culturel a un certain langage qui n'est pas le langage des populations que nous voulons toucher. Donc on fait aussi ce travail d'essayer de nous décentrer, d'essayer de mieux connaître. Et il y a toutes les équipes qui travaillent dans la direction de l'accueil de l'hospitalité, qui sont spécialistes du champ social, sont vraiment devenues des expertes de ces catégories, de ces populations. Et je crois que là aussi, c'est très important, mais y compris nous, à l'échelle de la direction, de comprendre, de connaître et de s'imprégner de la spécificité de ces populations, d'être vraiment en résonance avec et à l'écoute des préoccupations et de créer ces liens, de créer ces points de rencontre entre ce qu'on peut proposer et ces types ces catégories de la population qui sont soit intimidées par les espaces, soit intimidées par la chose artistique et culturelle. Donc c'est vraiment un travail dans la durée, un travail de fond, un travail d'alliance aussi avec des associations, avec des fédérations d'éducation populaire, avec des centres sociaux, un travail de coopération très étroite avec cet ensemble de partenaires qui est, je crois, extrêmement passionnante et qui nous enseigne beaucoup sur la façon de réviser nos modalités d'action, nos modes d'action et toutes les propositions qu'on peut faire pour rendre concret et obtenir effectivement des résultats concrets vis-à-vis de ces objectifs d'élargissement, de diversification et de créer ce sentiment d'appropriation de l'art et de la culture par la diversité des populations et notamment les jeunes. Et peut-être que je vais dire un mot parce que ce que disait Thiago sur le comité artistique des jeunes, nous on vient de lancer un conseil des jeunes. Alors la tranche d'âge est un peu différente, c'est 18-25 ans et puis on verra si on élargit vers des tranches d'âge plus jeunes. Et on s'est beaucoup inspiré de l'expérience d'Hortense qu'elle a conduite à la MC 93. Donc on a 30 jeunes, on a eu 200 candidatures, donc ça a été vraiment un succès puisque on a lancé un appel à candidature. Et l'idée de ce Conseil des jeunes, c'est d'avoir une force motrice à l'intérieur de l'institution pour qu'elle puisse nous mettre en phase avec les aspirations des jeunes générations. Et quand je dis force motrice, c'est aussi qu'elle soit une force de proposition, avec un budget dédié, que ce conseil puisse être une entité à part entière de conseil, de portage de projets, mais aussi que ça puisse être des passeurs. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à cette idée. Donc, quand on parle de médiation humaine, c'est comment est-ce qu'on arrive à transmettre une passion, que ces jeunes puissent devenir des passeurs pour leurs camarades, pour les jeunes de leur génération, et qu'ils soient vraiment des messagers, des passeurs de ce que représentent les projets portés à Chaillot, de ce que représente le chant chorégraphique dans toute sa diversité. Et on mise beaucoup sur ce Conseil des jeunes pour aussi nous bousculer, nous faire prendre conscience d'un certain nombre de sujets que notre position peut-être nous permet pas de discerner ou d'envisager dans toute sa complexité. En tout cas, il est intéressant que deux institutions
de cette importance et souhaité créer des structures spécifiques pour dialoguer avec la jeunesse, lié ou pas à ce constat d'un certain vieillissement aussi du public du spectacle vivant, qui fait qu'il faut en quelque sorte essayer précisément de cibler très précisément la jeunesse. C'est certainement aussi ce qui est dans les fonds. J'ai envie de vous poser une dernière question, plus pragmatique. Est-ce que c'est une nouvelle façon d'accueillir le public, développer les spectateurs, renouveler la façon dont on s'adresse au public, est-ce que ça a un coût? Quel coût ça a par rapport au budget d'une institution? Est-ce qu'il en découle un accroissement des dépenses, avec évidemment la difficulté qui est comment finance-t-on ce type de projet, si tel est le cas? Oui, évidemment, ça a un coût, ça demande des arbitrages particuliers, des choix stratégiques forts quant au budget de l'institution. J'ai pas parlé des Chaillot Colo, mais effectivement le programme des Chaillot Colo, donc des colonies de vacances artistiques qui ont été développées depuis l'arrivée de Rachid Ouramdan, donc faire vivre pendant 5 jours une expérience collective à des jeunes dans un territoire spécifique, avec un tandem artistique qui leur fait vivre. Alors ce qu'on veut avec ces Chaillot Colo, c'est leur faire vivre une émotion fondatrice. Et puis moi je crois beaucoup à cette notion d'émotion fondatrice, c'est-à-dire on vit quelque chose de fort esthétiquement et artistiquement qui nous donnera envie de le revivre et qui fera de nous quelqu'un qui a besoin de l'art et de la culture, qui a un désir d'art et de culture. Donc ces Chaillot Colo, c'est vraiment pour faire vivre à des jeunes souvent éloignés, souvent fragilisés économiquement et socialement, ce type d'émotion fondatrice. Et évidemment, ça a un coût. Alors, on a beaucoup de partenaires. On a des partenaires privés. On a le ministère de la Culture qui nous soutient spécifiquement pour ce projet. Mais je pense que là aussi, quand on a une volonté, quand le projet a du sens, on arrive toujours à trouver les financements. Merci. Je me tourne vers Hortense Archambault. L'hospitalité, la convivialité, c'est aussi un peu le fil conducteur du projet qui est le vôtre. Et cette émotion fondatrice, cette hospitalité, qui serait donc susceptible aussi de surmonter les barrières sociologiques pour l'accueil, la découverte de nouveaux publics. Et vous-même, vous avez souvent dit que l'avenir du théâtre, c'était auprès des territoires populaires, c'est le terme que vous avez employé, et que le théâtre devait se renouveler pour ne plus seulement être un lieu de programmation de spectacle, mais un lieu aussi où effectivement on faisait société. Ça devait être un espace de mixité sociale. Alors comment concevez-vous toutes les activités que vous avez développées depuis que vous êtes directrice de cette maison de la culture de Seine-Saint-Denis, dont on connaît l'environnement sociologique par ailleurs? Merci beaucoup. Merci à vous en fait d'avoir pris ce sujet populaire, parce que par mes fonctions au Festival d'Avignon, j'ai beaucoup eu à répondre et à réfléchir à cette question du populaire. Est-ce que c'est populaire ou est-ce que c'est pas populaire? Et finalement, j'avais envie de dire quelques mots là-dessus, parce que ça peut être une chose totalement stimulante ou un piège. Donc je pense qu'il faut être assez clair sur cette question. Pour moi, le populaire, c'est lié à l'idée qu'on a un service public. Donc, tout à coup, on a une sorte d'obligation morale et publique d'être ouvert au peuple et dans l'ensemble de sa diversité. Alors que parfois, populaire, c'est souvent compris comme étant ce qu'on connaît. C'est-à-dire les personnalités populaires sont les personnalités connues, donc médiatisées. Et donc forcément, par rapport à cette question de la médiatisation, on reste, nous, dans des expériences extrêmement minoritaires, relationnelles, humaines, souvent de 1 à 1, on en a parlé tous en fait, et du coup, forcément, on est battu par rapport aux mass médias. Donc il faut d'abord, je pense, éclaircir ce point et dire que la question du populaire n'est pas ce qu'on connaît, y compris dans la discussion avec les politiques, où c'est souvent dans cette acceptation-là. Moi, je pense que le peuple est curieux. Et qu'en tout cas, on a un travail, me semble-t-il, dans notre travail de passeur entre des œuvres et
le peuple, un travail de mettre à disposition de sa curiosité tous les outils possibles qu'on pourra inventer. Que ce soit les conseils des jeunes, que ce soit des questions tarifaires, que ce soit de la pratique amateur, que ce soit une nouvelle organisation de l'espace, tout ce qu'on peut mobiliser pour en fait faire travailler la curiosité des publics, me semble-t-il, est l'endroit du populaire. Parce que du coup, on est dans une acceptation qui ne définirait pas un genre, un style d'œuvre ou d'artiste, mais plutôt dans l'acceptation d'une pratique qui est celle de spectateur. Et moi, ce qui m'a intéressé dans les dernières années professionnelles, c'était justement peut-être d'essayer de dire, eh ben voilà, on va faire un truc populaire et ça va pas être comme on pense. Et voilà. Et maintenant, ça fait 8 ans et je pense que c'est vrai, on y arrive. J'ai l'impression, j'ai reçu un mail, j'ai pas l'habitude de faire un peu le coq, mais je vais le faire là. J'ai reçu un mail qui m'a dit, vous avez fait ce que Vitesse appelait de ses voeux les litères pour tous, et je vous assure que ça m'a fait un choc, et je me suis dit waouh, ok, je l'ai partagé à toute mon équipe, peut-être qu'on est en train d'arriver. Comment on est en train d'arriver? Je pense avec plusieurs choses. D'une part, en se disant qu'on est dans une position de l'expérimentation, et d'une expérimentation qui s'inscrit dans une histoire en fait de l'éducation populaire, une histoire des concepts aussi qui n'arrête pas de bouger et qui est passionnante. C'est-à-dire que à la fois on réinvente toujours la même chose et en même temps on continue de devoir l'ajuster, l'adapter à une société qui évolue sans cesse. Et c'est, moi, me semble-t-il, ce point-là le plus intéressant, et qui était vraiment une chose qu'on a beaucoup réfléchi et pensé avec toute l'équipe et Vincent Baudrier au Festival d'Avignon, c'est-à-dire on s'estimait être les descendants de Villars, et souvent on nous reprochait d'être les flingueurs de Villars. Donc il y avait une sorte de malentendu sur lequel il fallait bien qu'on se positionne. Et il me semble que du coup cette question de la relation entre des publics et des œuvres, j'ai envie de dire ça, et c'est Catherine Blondeau qui a, je pense, une des premières à revendiquer le fait que le Grand T était un théâtre de la relation en reprenant la pensée d'Édouard Glissant. C'est-à-dire qu'on est dans la société des endroits de relations et de relations humaines. Et du coup, comment on réfléchit notre rapport à des publics à partir de cette question de la relation humaine et à partir de cette question du fait que finalement, c'est en construisant ensemble une relation et pas en étant dans des positions qui ont été à un moment donné celles aussi du théâtre public, qui étaient plus des positions de marketing, puisqu'il fallait conquérir le public. On avait un vocabulaire extrêmement... il fallait reconquérir, faire venir les jeunes d'une manière presque... mais tout ce vocabulaire a disparu. Et c'est là où c'est assez passionnant dans la manière dont les choses évoluent et dans les manières dont on diffuse les uns et les autres nos expériences. Donc je pense qu'on est dans une autre position depuis quelque temps. Et donc nous, on a fait des expériences en disant que c'était la fabrique des expériences, ce qui nous a libérés aussi d'un poids du résultat. Ça, on s'est dit, on y va. On ne sait pas trop comment on va y aller, mais on y va. Et on y va avec toutes sortes de moyens possibles, d'inventions possibles, de relations possibles, de partenaires possibles, mais le plus souvent autour de la création. Ça, moi, je pense vraiment, c'est un peu ce que disait Pierre ou ce que Olivier fait, c'est la question de la création et des artistes en présence, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus puissant de raconter qu'est-ce que c'est que du spectacle vivant, une œuvre d'art, ou ce qui se passe dans le défilé aussi, si on est partie prenante d'un mouvement de création. Et du coup, on peut faire tous les beaux discours. Si tout à coup on est embarqué dans un processus de création, la perception qu'on a du cœur très très mystérieux de ce qui se produit dans la création à partager est partagée immédiatement. Et toutes les personnes qui ont été touchées par ce rapport-là à la création développent à ce moment-là un rapport de spectateur et un rapport à l'art qui est personnel et différent. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est beaucoup plus l'après-spectacle. Finalement, la question de l'hospitalité, c'est, peut-être vous l'avez mis dans le programme, c'est « Soyez les bienvenus ». Donc, quelle place on vous fait? Quelle place on vous fait physiquement? Quelle place on vous fait dans la manière dont on est capable de vous accueillir? Et après, quelle place on vous fait dans
la perception que vous avez eue du spectacle. Et pour moi, c'est une place fondamentale, puisque l'objectif qu'on s'est donné à la MC 93, c'est d'être dans la diversité des publics. On sait que certaines formes vont plutôt attirer tel type de public. Dès qu'on se dit, tiens, tel type de public va être attiré par telle forme, on va essayer de chercher la partie du public qui ne serait pas attirée. Pourquoi pas? C'est juste pas pour casser quatre pattes à un canard, mais c'est parce que fondamentalement, moi, j'ai expérimenté le fait que la représentation est très différente si on a le sentiment que les gens autour de nous sont pareils à nous. Et la relation qu'on va avoir avec le spectacle, l'attention qu'on va avoir est absolument différente si tout à coup, on a l'impression que les gens autour de nous peuvent potentiellement réagir différemment à ce qui se dit sur scène. Alors il y a cette diversité des publics conduit-elle à l'hybridité des publics, conduit au mélange des publics? Est-ce que, pour poser une question un peu bateau, est-ce que ça suppose aussi, à travers les expérimentations, de sortir de la logique quantitative, des critères de quantification, de normalisation, de combien de spectacles, combien de spectateurs? Est-ce qu'il faut sortir de tout cela pour arriver à ce type de résultat? Oui, je crois. Je crois qu'au début, en tout cas, il faut se dire qu'on a plus envie de savoir qui est dans la salle plutôt que de combien il y a de personnes dans la salle, et qu'est-ce que les gens sont venus faire dans la salle, et comment, à un moment donné, ils peuvent avoir une considération pour leur position et leur point de vue. C'est-à-dire que pour moi, le spectacle vivant, ce qui est génial, c'est que, bien sûr, il est fait du plateau, mais il est aussi fait de la salle. Et donc, c'est vraiment cette relation qui nous intéresse. Et je pense que, on a un retour aussi des artistes qui disent que c'est quand même assez chouette d'avoir un public très différent, même si parfois c'est un peu angoissant. Et du coup, ça nécessite de réfléchir aux tarifs, de réfléchir aux horaires, de réfléchir à la garderie, de réfléchir au prix du café au bar, de réfléchir à comment on communique, de réfléchir, etc., etc. Et tout ça, c'est très important. Et moi, j'essaie de ne pas réfléchir à la question des formes sur les plateaux. Ça, je ne veux pas programmer en me disant « tiens, ça va toucher telle communauté ». Je veux programmer des artistes qui me semblent être puissants, avec des esthétiques diverses. Et par contre, il y a un point commun et qui me semble important pour toucher plus largement le populaire, c'est la question du contemporain. Et c'est-à-dire, il me semble important de parler des sujets d'aujourd'hui et aussi de réfléchir à la question d'un répertoire où il y a des sujets qui manquent, à commencer par les sujets sociaux. Les ouvriers sont quand même très peu représentés dans le théâtre. Je me tourne vers Mélanie Zimmermann, que nous avons beaucoup de plaisir d'accueillir, parce qu'il est très intéressant d'avoir un peu le regard d'une professionnelle étrangère sur ce qui se passe en France, sur ce qui se dit en France. Alors le Kampnagel de Hambourg, c'est un lieu de production indépendant, c'est le principal lieu de production indépendante en Allemagne, on peut le dire. C'est un équipement très important avec 6 salles de différentes catégories, beaucoup d'autres équipements à la place. Avant de vous interroger sur ce qui se passe au Kampnagel, quel regard portez-vous sur ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce terme d'hospitalité, qui est un peu le fil conducteur de ce premier débat? Hospitalité en allemand, Gastfreundschaft, je crois. Est-ce que ça vous paraît pertinent par rapport à ce qui se passe en Allemagne? Et comment vous jugez-vous ce débat? Comment le percevez-vous? Ja, also très intéressant, ça reflète beaucoup aussi ce qu'on fait aussi à Kampnagel. Maintenant en Allemagne, il faut un petit peu différencier aussi les théâtres nationaux et donc au répertoire et de la scène indépendante, qui est toujours la scène indépendante est toujours aussi celle qui qui avance dans les esthétiques et dans la danseabilité, dans l'accueil et tout ça. Qui ont toujours un peu plus progressive, évidemment. Oui, à Kampnagel, vous savez, on a 6 salles. C'est un très grand lieu. On a aussi un club. On a une grande salle d'entrée, un grand foyer. On adore de faire rassembler les gens déjà à l'accueil quand on rentre dans l'espace. On travaille
pendant l'année sur différents festivals aussi, parce qu'on a su par un sondage que les gens en fait ne savent pas trop qui joue sur scène, parce qu'ils ne connaissent pas trop les artistes, mais ils viennent surtout à Kampnagel pour être confrontés par des différentes esthétiques radicales, politiques, très engagées. Donc, on reçoit un public assez, où on est content aussi d'avoir un public assez curieux. Donc, ça, c'est la base. On parle aussi pas à Kampnagel d'un public, mais des différents publics. On a aussi un public qu'on partage aussi avec l'opéra, avec les autres théâtres, state theaters. Mais aussi d'autres publics qui sont très communautaires. Alors, on travaille beaucoup avec la queer community, avec la communauté queer, migrante, aussi porteurs et porteuses d'handicap, par exemple. Donc, tout ça, ce sont différents publics qui viennent pour différents sujets. Et tous ces publics, en fait, on adore aussi avoir donc, différents festivals, mais aussi des points, des thématiques autour desquelles on rassemble différentes esthétiques, pas seulement la danse, parce qu'on est un lieu de théâtre, de performance, de musique, de bar, architecture, danse. Donc les gens viennent des différentes salles se rassembler dans le restaurant qui est très grand, mais aussi après dans le club aussi, on danse. On fait la danse sociale aussi, et donc tout le monde se mélange, le public avec les artistes, et ça c'est le cœur de Kampnagel. Donc on parle pas aussi d'une place. On dit toujours à Kampnagel, it's not a place, it's more a feeling. Also c'est voilà, ça c'est l'esprit de Kampnagel, oui, genau. Est-ce que cette diversité des salles, que vous avez 6 salles, vous l'avez dit, des grandes, des petites, avec évidemment un public qui n'est pas exactement le même selon le type de spectacle. Et ce qui permet la diversification des publics, c'est cette diversité de salles qui vous permet de rassembler la diversité des goûts. Et donc l'hybridation se fait à travers d'autres lieux comme le bar, le restaurant, où est-ce que les publics finalement arrivent à passer d'une salle à une autre? Comment ça se passe exactement? Naja, also déjà les salles ne sont pas en différentes jauges. Donc on a une salle qui a 850 places et la plus petite, elle a 120. Donc dans la plus grande, évidemment, il y a des spectacles qui sont pour un plus grand public, notamment la danse aussi, parce que ça fait toujours venir aussi les gens. C'est une première approche. Et en même temps, on joue aussi dans la petite avec des esthétiques plus radicales. Donc les gens sortent de la salle, voient aussi les autres communautés et oui, ils sont curieux, regardent le programme. Et après, ils vont aussi éventuellement dans d'autres salles. Mais on travaille aussi à long terme aussi avec des différentes communautés. Par exemple, on a à Kampnagel derrière, c'est un grand lieu, hein, et derrière on a un jardin et on a le Migrantpolitan. Le Migrantpolitan, c'est le lieu des immigrés. Pour les immigrés, c'est un petit peu un safe space aussi. Donc, et ces gens-là n'ont pas eu forcément aussi l'expérience artistique dans leur vie. Mais au fur et à mesure, la maison, le Migrantpolitan lance différents débats, des concerts et tout ça, et donc invite aussi les artistes et le public d'autres salles. Donc ça se mélange déjà là. Et après, les Migrantpolitan, eux, ils vont aussi dans d'autres salles. Ils sont invités aussi à faire partie de ces débats-là. On a à peu près 200 spectacles par an, différents spectacles. On a un budget assez petit, donc les dramaturges comme moi travaillent beaucoup sur les applications. Et donc on se pose tout le temps des questions par rapport au public, avec les artistes, avec la communauté. Donc c'est un petit peu
c'est pas bien d'avoir pas d'argent, mais c'est bien aussi d'avoir la possibilité de se mettre tout le temps en question et de repenser aussi le concept. Et donc, ça nous fait toujours un miroir aussi au sein de l'institution. Donc, on essaye, ce qui est évident, c'est qu'on doit non seulement avoir différentes esthétiques et différentes personnalités et différents corps sur scène, mais aussi de les avoir dans le front of house, je ne sais pas, les gens qui accueillent aussi au théâtre, mais aussi à l'équipe elle-même. Donc ça change beaucoup pour les gens qui sont porteurs d'handicap si quelqu'un vous accueille avec une chaise roulante. Ça change. Et aussi, on essaie non seulement la diversification se fait non seulement par le programme, mais aussi par le travail qui demande aussi une certaine patience, du temps, de développement avec les différentes communautés. Et aussi une réflexion sur la propre institution. Donc, le Kampnagel, c'était une structure indépendante, même s'il a un statut de Staatstheater maintenant, théâtre public, enfin bon. Est-ce que pour faire ce type de projet qui est développé au Kampnagel, je me pose la question du rapport avec le système des institutions publiques du spectacle vivant en Allemagne, qui sont des grosses structures, qui sont très financées par les Länder ou les communes. Est-ce que ce modèle que vous développez, est-ce qu'il serait possible de le développer aussi dans ces institutions publiques-là, de telle sorte que vous ne soyez pas seulement exemplaire, mais aussi un modèle qui se démultiplie? Alors, si ça se fait aussi dans les Staatstheater, alors après. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce qu'il serait souhaitable que ça se fasse et à quelles conditions? Il y a différents programmes d'État qui veulent dynamiser la diversification aussi dans leur théâtre. Notamment, par exemple, un programme qui s'appelle 360 degrés. Donc, on pouvait faire une application pour une personne pour la diversification de la structure, mais pour le public aussi. Et nous, on a par exemple aussi fait la demande, parce que, on a un budget assez petit, mais on n'a pas eu. Pourquoi? Parce que la Fondation a dit, non, vous êtes déjà tellement loin, donc il faut aussi, les autres doivent l'avoir. Mais les autres ont un budget, je ne sais pas, 10 fois plus grand, mais c'est eux alors qui vont avoir je ne sais pas, 500 000 € pour avoir ce projet. C'est un peu contradictoire. Alors, évidemment, les théâtres, on n'a pas d'institution pour la danse, comme en France. On a un centre chorégraphique, soi-disant, à Düsseldorf, mais sinon, on n'en a pas. En tout cas, pas comme c'est fait ici. Donc, ce sont plutôt c'est plutôt du théâtre qui est fait dans les théâtres de répertoire. Maintenant, on a le régie-théâtre, et ça touche évidemment que ceux qui connaissent aussi les pièces qui sont jouées, de répertoire, de canon, ça se dit aussi du canon? Non, canon, donc comment dire canon? Les grandes pièces qu'on doit connaître. Oui, les classiques. Mais si on ne connaît pas les classiques, alors on est un peu perdu au théâtre. Donc maintenant, il y avait par exemple une initiative d'un metteur en scène qui disait, Christopher Rüpping, pourquoi pas l'idée de jouer que des pièces qui ont été écrites après 2000? C'était un grand débat, je peux vous dire. Parce que le théâtre de répertoire perd son essence avec ça. Ouais. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, on peut repenser évidemment tout ça. Mais moi je travaille maintenant pour le Real Dance Festival, ça c'est mon nouveau festival à Hanovre. On est connecté au théâtre et les sondages disent que 60% en plus que 50 ans, 40% en moins de 50 ans, on ne vise même pas
la cible entre 20 et 30, ou un truc comme ça. Et ils viennent, depuis la crise sanitaire, ils viennent encore moins. Et les habitudes ont changé aussi. Donc, et le théâtre ne réagit pas vraiment à ça. Also, il faut aussi ouvrir, comme je dis, c'est la chose globale, c'est le programme, ce sont les gens qui représentent le théâtre, c'est d'ouvrir aussi, c'est ouvrir, et oui, et le public aussi. Parce que je me sens aussi plus à l'aise si je vois aussi des gens comme moi, also, notamment comme, par exemple, on travaille aussi beaucoup sur le développement des gens donc, porteuses d'handicap. Encore une fois, tous les éléments du théâtre sont concernés. Ça demande une très grande restructuration. Also, je ne sais pas. Donc, on doit travailler alors pour le public sur les relax performances, early boarding, on fait l'audiodescription de la danse et du théâtre, on fait la langue des signes, hein? Mais tout ça, ça demande énormément d'argent. Et les personnes concernées ne regardent plus les programmes, parce que jamais il y a une offre pour eux, jamais, pour tous les corps différents. Ici non plus, il n'y a pas de beanbags ou un truc comme ça. Non? Comment avoir les gens accès? Donc, ils ne regardent plus les programmes, ils sont plus intéressés, ils sont exclus. Donc, il faut travailler là-dessus. Merci beaucoup. Donc, comme il est 11h05, je pense qu'il est le moment de passer la parole à la salle. Donc, qui veut intervenir, qui veut poser des questions? Quelles sont les prises de parole? N'hésitez pas. Alors, il y a monsieur là-bas. Il y a un micro qui va passer. Merci de vous présenter rapidement, aussi, en préalable. Oui, bonjour. Valentin Texera, je suis là, je suis ce qu'on appelle un spectateur entre guillemets ou sans guillemets professionnel depuis de très longues années, et je navigue par Monts et Vaux dans différentes structures nationales, pas nationales, parisiennes, franciliennes ou autres. Et ma question, c'est sur l'après. Alors, c'est une grande question qui n'est pas forcément évidente. Thiago Guedes, me semble-t-il, l'a esquissé sur l'idée, si j'ai bien compris, de comment on pourrait faire ou comment on devra peut-être faire sur les personnes qui participent au défilé de la Biennale, soit éventuellement dans un monde utopique, peut-être des futurs spectateurs. Je pense qu'à la MC 93, le travail est fait, etc. Et de moi-même, j'ai vu certains résultats dans la diversité des publics, et notamment les jeunes qui sont présents à certaines représentations, pas toutes, mais à certaines, etc. Donc, sur Chaillot, j'ai peut-être le sujet est questionnant, sur qui est dans la salle, d'autant plus questionnant, et c'est un grand sujet de réflexion personnelle, c'est que, hormis les publics dits empêchés, je pense à quelque chose de concret. C'est une personne qui est au SMIC, par exemple, donc qui ne rentre pas dans la catégorie des publics empêchés. Quelle hospitalité et quelle popularité tarifaire, si je veux dire ça comme ça, on présente à ces publics-là, qui ne rentrent pas dans la catégorie des publics empêchés, avec tout un tas de dispositifs, notamment le sur social, etc. Donc, je ne sais pas si les uns et les autres ont des propositions, des réflexions sur l'après et sur la popularité, entre guillemets, tarifaire. Alors, Hortense, Thiago, qui veut répondre? Mais ça, je pense que c'est à la fois un choix de la responsabilité des directions d'établissement et aussi un choix de politique publique, en fait. Et je pense que c'est hyper important de le partager, c'est-à-dire que c'est vraiment une question fondamentale, cette question des tarifs. Mais qui, pour l'instant, en fait, les problématiques financières ont fait qu'on a plutôt tous augmenté nos tarifs ces 10 ou 15 dernières années.
et qu'effectivement, du coup, la manière dont on a travaillé, c'était d'offrir des tarifs très bas à travers des associations comme Culture du Cœur ou ce que vous dites sur les publics empêchés, sur lesquels, bah voilà, en tout cas, c'est les publics qui viennent en groupe, on va dire, et qu'on peut repérer. Donc toute cette question des tarifs individuels pour des publics qui auraient le désir de venir et qui ne pourraient pas bénéficier de projets spécifiques ou de tarifs spécifiques, c'est un enjeu énorme. C'est un enjeu sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit vraiment tous ensemble, en fait, pour se dire que le sens même de la politique publique, d'avoir un service public de la culture, c'est de pouvoir en faire en sorte que les tarifs puissent baisser. Oui, je peux rajouter, je suis complètement d'accord avec Hortense, c'est un des grands défis des institutions aujourd'hui, parce qu'en fait, nos moyens sont limités. Nous, par exemple, à la Maison de la Danse, on n'est pas un théâtre public, on est un théâtre avec des partenaires publics. Mais notre budget, la part de notre budget, c'est 40% des fonds publics, les 60% c'est de autofinancement, billetterie, partenaires privés. Donc on a une mission publique de notre programmation, de notre action. Mais après, nos moyens, ils doivent être compensés avec une logique, c'est aussi une logique de marché. Donc, en fait, les prix de la billetterie. Et en fait, on ne peut pas parler d'hospitalité, d'accueil et tout ce qu'on est en train de parler sans parler d'une politique tarifaire, mais qui est très contraignante. Chez nous, c'est très contraignante. Donc, bien sûr qu'après, on peut avoir des projets spécifiques, notamment avec les publics empêchés et la jeunesse. Et là, on peut trouver même des partenaires privés, des mécènes et tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose de long terme. Ce sont des projets tarifaires. Et donc, moi, je pense que le grand enjeu, c'est comment on arrive à vraiment faire un équilibre tarifaire aussi plus démocratique, sans beaucoup de niveaux, sans beaucoup de différentes tarifications. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et après, quand on dit, mais le renouvellement de public, ça se fait avec difficulté, mais c'est vrai qu'un jeune adulte n'a pas 30 €, 35 € pour payer un billet en entrée à la Maison de la Danse. Donc, en fait, c'est là qu'il y a un défi, c'est un chemin. C'est un chemin avec l'équipe, la Maison de la Danse, avec les partenaires publics et les partenaires privés, parce qu'en fait, je pense que c'est terminé. On ne peut pas décider de ce genre de choses tout seul. Il faut un chemin ensemble, y compris avec les publics aussi. Qu'est-ce que le public... Et moi, j'aime beaucoup cette idée que qu'est-ce que c'est un théâtre, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'expérience quand on va au théâtre. L'expérience, elle est très forte aussi de ce qui vient des gradins, en fait. Et plutôt que combien de personnes sont dans le gradin, qui est dans le gradin, j'aime beaucoup cette idée d'Hortense. Et en fait, on parle beaucoup aussi avec les gens qui viennent sur cette question. Quand, deux fois, l'autre jour, j'étais à la Maison de la Danse et j'ai dit « il y a beaucoup de jeunes ». En fait, c'était une soirée qu'on a montée avec un partenaire qui s'appelle un pas vers la jeunesse, un partenaire qui nous a aidés vraiment à avoir 300 jeunes dans la salle. Les jeunes payaient 5 € et le partenaire payait l'autre part de l'entrée. Et en fait, c'est ça, comment on passe de l'événement tarifaire, dit comme ça, à vraiment une politique tarifaire en continu. Voilà. Merci. Oui. Question là-bas. Et puis bonjour. Attendez. Je suis là. Oui. Tout en haut. Donc, Bouziane Boutelja, compagnie Densité. Je suis basé à Tarbes, dans le sud-ouest. Déjà, je voulais réagir. Merci pour ces interventions. Et je voulais aussi parler de la question tarifaire, qui pour moi n'en est pas une, en fait. Je travaille depuis 15 ans dans les quartiers, un peu partout en France. Et les jeunes que je vois, les jeunes que j'accompagne, même si je leur donne des places gratuites, ils ne viennent pas forcément au spectacle, alors qu'ils sont prêts à mettre 60 balles pour aller voir Jul. Donc vraiment, pour moi, ça se situe à d'autres endroits. La boîte noire, elle n'attire pas un certain public, il faut l'accepter. Il faut fidéliser déjà le public qu'on a, c'est une première étape pour moi. Il faut pas... Moi, souvent, j'ai l'impression qu'on est aussi des marchands de tapis, on veut essayer de vendre des tapis à des gens qui n'en veulent pas. Vraiment, et il faut vraiment l'accepter qu'il y a des gens, ils détestent le théâtre, et même si on arrive à les faire venir une ou deux fois comme ça,
ben, ils ne reviendront pas derrière. Et en plus, il ne faut pas se tromper de spectacle. La dernière fois, j'ai été amené des jeunes voir Nadia Begré à Montpellier Danse. Moi, j'ai adoré. Les jeunes, ils ont été hyper choqués. Donc voilà, il faut faire juste attention à ce qu'on montre. Après, il faut peut-être changer nos façons de danser. Il faut mettre un peu plus, si on veut toucher d'autres publics, pour moi, il faut mettre d'autres choses sur le plateau, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une question beaucoup plus complexe que la question de l'argent, parce que l'argent, je vous promets, ils en ont. Quand il faut en avoir, ils la trouvent. Moi, je connais des pauvres qui vont à Joule, qui vont à SCH, à tous les concerts. Et il y a aussi la question des références. Nous, on n'a pas beaucoup de références qui leur parlent sur le plateau. Déjà, combien d'entre nous ont regardé le match hier France-Grèce, alors qu'eux le regardent voilà. Donc il faut recréer ces ponts-là, je pense, qu'on essaye de faire, nous, sur le terrain. Les artistes, on est beaucoup allés dans les quartiers et leur expliquer que la boîte noire, c'est cool, mais c'est quand même très, très, très difficile. Voilà. Donc voilà, je voulais intervenir sur la question de l'argent. D'accord, il n'y a pas forcément de questions, à moins que quelqu'un veuille réagir. Oui, Pierre. Je souscris à ce que vient de dire monsieur. On est confronté au même phénomène, c'est-à-dire qu'on s'adresse parfois à des partenaires du champ social avec des tarifs, soit des gratuités, soit des tarifs très préférentiels, et c'est pas ça qui déclenche l'envie de venir. On se heurte à une forme d'indifférence. Donc, certes, à Chaillot, nous sommes extrêmement attentifs à la question tarifaire, et c'est un chantier permanent, mais ce n'est pas le seul et unique déterminant de la pratique culturelle et de la fréquentation de nos établissements. Comme vous l'avez dit, en effet, il y a des éléments liés au désir, c'est-à-dire notre grande question, c'est comment est-ce qu'on peut susciter le désir de venir dans un établissement qui est le nôtre, avec les propositions artistiques qui sont les nôtres. Et en effet, vous pointez ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire comment on est à l'écoute de ces catégories qui ne viennent pas, comment est-ce qu'on essaye de tisser avec eux une relation de confiance, comment est-ce qu'on essaye, à l'aune de l'écoute qu'on peut avoir avec eux, du dialogue qu'on peut nouer avec eux, prendre en compte leurs propres préoccupations, leurs propres pratiques sociales et leurs propres pratiques culturelles pour essayer de construire avec eux cette relation et essayer de nous interroger sur notre programmation et d'avoir aussi une discussion avec les artistes, parce que la question aussi, c'est comment les artistes peuvent prendre en compte cette réalité sociale. Il y a une réalité sociale du pays. D'ailleurs, certains artistes sont très à l'écoute et se nourrissent de cette réalité sociale pour leur démarche artistique et leur démarche de création. Donc c'est en effet tous ces éléments-là qui sont importants, sur lesquels il faut réfléchir, il faut avoir une réflexion de fond collective avec l'ensemble de ce qui fait une institution culturelle, les équipes, les artistes, l'ensemble des partenaires, pour essayer de trouver des chemins qui peuvent créer ce désir, qui peuvent créer ces émotions fondatrices dont je parlais tout à l'heure et qui vont faire naître peu à peu ce désir permanent d'art et de culture. C'est juste un mot. Juste un mot. Il y avait deux demandes de prise de parole là. Mais c'était juste sur le. Je trouve que ce qui est passionnant dans ce que vous dites et qui est la clé, c'est comment on fait en sorte que des gens viennent voir des choses dont ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Et ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour voir des choses qu'ils connaissent en fait. Et nous, on va proposer des choses qu'on ne connaît pas. Justement, je voulais juste revenir sur cette phrase-là, parce qu'on a beaucoup cité la phrase de Villard, mais on n'a pas cité l'autre phrase qui, moi, m'a été dite par Jacques Ralit, qui est « amener les gens à venir découvrir des objets qu'ils ne savent pas encore qu'ils aiment déjà ». Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est pas reproduire du même en pensant qu'on va aller proposer aux gens ce qu'ils mangent déjà, en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment l'erreur majeure. Et donc, c'est créer des surgissements artistiques, parfois justement en sortant de nos lieux, mais en faisant un peu des trucs un peu tricky, quoi. C'est-à-dire proposer des trucs qui peut-être ont des formats, on va dire entre guillemets populaires, mais à l'intérieur de ça, de passer d'autres choses. Et ça, je pense que ça peut vraiment marcher, et ça marche en fait. Alors, il y a deux demandes de prise de parole en bas. Oui, c'est bon, j'ai le micro. Bonjour, merci pour ce débat passionnant. Moi, je suis Marion, spectatrice assidue de danse. Et j'ai une question sur la diversification des espaces virtuels à l'heure de cette démultiplication des espaces et des plateformes. Peut-on réenchanter la rencontre de la danse avec les publics sur ces espaces-là? Est-ce que c'est le rôle de l'institution que vous représentez d'utiliser ces espaces-là? Et au vu de certains, je sais que
il y a eu des expériences. Par exemple, Chaillot a été le premier à exister sur TikTok en décembre 21. Voilà. Est-ce qu'au vu de ces prémices d'expérience que vous avez eues, est-ce que c'est de vos responsabilités de créer un lien, un réenchantement avec la danse, peut-être de mieux faire parler, mieux faire découvrir la danse sur ces espaces-là? Merci. Alors, il se trouve que c'est l'objet du 4e débat qui a lieu dans la 2e partie de l'après-midi. Ceci étant, il peut éventuellement y avoir une réaction de Chaillot rapidement, puisque vous êtes interpellé. Oui. Bien évidemment, on doit investir l'espace numérique et pour justement ne pas le laisser uniquement aux algorithmes. Les algorithmes, comme je le disais, nous enferment dans le semblable, dans ce qu'on connaît déjà, dans ce qui nous est familier. Or, c'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire avec l'art. L'art, c'est l'altérité, l'art, c'est la différence, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, il me semble fondamental que nous puissions investir ces espaces et que nous puissions être des passeurs sur ces espaces. D'ailleurs, moi, je vois de plus en plus, et je m'en réjouis, parce que je n'ai pas du tout une approche phobique des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un très bon usage des réseaux sociaux. Je découvre sur Instagram et sur TikTok des passeurs, vraiment. Il y a des comptes qui me font découvrir des spectacles, des livres, des films, de la musique. Et c'est des gens qui sont ni des spécialistes, enfin ni des institutionnels, qui prennent des initiatives et qui font partager leur passion. Et je trouve que c'est très, très intéressant et très efficace. En tout cas, sur moi, ça marche. Et je pense que nous devons faire la même chose, c'est-à-dire créer sur la toile, sur les réseaux, des espaces qui font passer des émotions, qui font passer des passions, qui font passer un certain nombre de projets artistiques, mais avec les outils qui sont ceux des réseaux. Et je pense qu'il y a un champ d'inventivité et de créativité que nous devons investir et qui est, je pense, une de nos responsabilités. On ne pourra pas diversifier et en plus renouveler générationnellement les publics si on n'investit pas ces espaces qui, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, existent et envahissent nos vies et deviennent notre quotidien. Il y avait une demande de prise de parole. Oui. Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis chorégraphe de la compagnie émergente Blast. Et justement, je travaille aujourd'hui sur une pièce qui traite des rapports sociaux entre les différentes sphères sociales, donc entre les différents milieux sociaux et de la polarisation du monde. Donc comment recréer du lien social entre les différents milieux sociaux. Et aujourd'hui, quand j'essaye de répondre à des appels à projets, je suis confrontée à une réalité certaine, c'est que peut-être 80% des appels à projets, en fait, s'adressent à des propos soit écologiques, soit numériques. Donc moi, ma question, c'est comment on diversifie le public si on ne diversifie pas la création? Qui veut répondre? Merci. Je crois que vous avez raison. Voilà. Il y aura peut-être une dernière question en haut, parce que malheureusement, il faut que nous... Oui, je crois que j'ai vu une personne lever la main tout en haut. Merci à vous. Ça sera la dernière question, malheureusement, parce qu'après, nous devons passer au débat suivant. Je ne sais pas si ça marche. Vous m'entendez? Ok. Bonjour, donc Stéphane Gornikowski de Vaguement Compétitif. J'avais pour vous une question managériale. Je me demandais si à l'intérieur de vos structures, il y a des travailleurs, des travailleuses qui sont femmes et hommes de ménage, qui ont de catégories employés ou ouvrières. Et je me demandais si ces personnes faisaient partie de vos publics, si elles étaient écoutées en tant que personnes de milieu ouvrier ou employé par rapport à votre activité générale. Voilà, en gros, quel rôle elles avaient, puisqu'on a parlé à la fois de diversification des publics et d'écoute de ces publics. Comment vous travaillez avec ces publics, ces personnes à l'intérieur de vos structures? Oui, vas-y. Donc, alors nous, à la Maison de la Danse, à la Biennale d'ailleurs, aussi, donc on a une politique d'accessibilité à tous nos salariés
qui peuvent vraiment découvrir tous les spectacles. Et chez nous, il y a une tradition vraiment des équipes de découvrir les spectacles, de rencontrer les artistes. Ils aiment bien ça, connaître. Donc pour vous répondre, oui. Mais ça me fait penser vraiment que je ne sais pas combien de fois, par exemple, l'équipe de ménage vient voir les spectacles. Je sais que ça arrive, mais chez nous, oui, c'est quelque chose qu'on veille vraiment à que les équipes voient les spectacles. C'est pas tout à fait, on peut penser oui, mais les gens travaillent dans le théâtre, vont voir des spectacles, mais c'est pas tout à fait tout le temps comme ça. Bien. En fait, ça dépend de l'heure de la représentation, parce que malheureusement, les équipes de ménage, elles se lèvent super tôt. Et donc, si on fait des représentations à 14h30, elles ont plus de facilité à venir. Bien, ben nous allons en rester là. Merci aux intervenants. Et puis, nous allons passer au débat suivant.